pouvez pas dire aux pays de l'AES de ne pas continuer leur politique militaire de sécurité parce que ça empiète un peu sur une autre politique sécuritaire plus axée sur la petite criminalité. Parce qu'en réalité, pour bien comprendre le problème, c'est qu'en matière de sécurité en Afrique, il y a la grosse menace, qui est la menace djihadiste. Ça, c'est la grosse menace. Donc, il demande de gros moyens. Et puis, il y a la criminalité transfrontalière qui est avec les trafics d'armes, les trafics de drogue et de personnes et les contrebandes en tout genre là. Alors, voilà. Ces activités permettent sur le financement parfois des groupes armés et puis les, l'extrémisme violent qui est, j'appelle ça l'extrémisme de pauvreté, qui n'est pas vraiment un extrémisme, un djihadisme conceptualisé, où les gens se disent nous voulons imposer un califat, mais ils se réfugient dans une religion pour faire des... Enfin, c'est pas très conceptualisé. Il y a ce petit terrorisme-là qui est plus facile à gérer que le grand terrorisme international, qui est un terrorisme de gros moyens où vous avez besoin d'une grande puissance pour venir vous aider. Voilà. Et il y a, bon, les choses comme l'exploitation illégale des ressources naturelles, leur paillage, des choses comme ça qui est une criminalité petite par rapport à cette grosse criminalité. En réalité, on ne résout pas ces problèmes de la même façon. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez avec un califat à la frontière avec des gens, ben, c'est pas la même chose que de se retrouver avec quelques petits voyous à peine armés. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas le même genre, c'est pas le même degré d'implication. C'est ça la grosse difficulté. Voilà, je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire Oui. qu'il y a le gros terrorisme qui a besoin de gros moyens. À ce moment, il faut aller chercher des États avec des moyens logistiques humains élevés. Là, nous sommes déjà dans le grand terrorisme avec des gens qui sont lourdement armés. Ça. Et il y a le terrorisme, petit terrorisme, qui les gens ne sont pas si lourdement armés, ils ont des fusils, peut-être des fusils d'assaut, de contrebande, où leur puissance de feu est plus faible, leur capacité à tenir même le feu longtemps est faible, parce qu'ils ne sont pas ravitaillés. Parce que c'est toujours les questions qu'il faut se poser en matière de terrorisme. Mm. D'où viennent les armes? Mais pas seulement les armes, d'où viennent les munitions? Observer une guerre comme celle qui s'est passée entre l'Iran, c'est un parallèle pour que les gens comprennent. Oui. L'Iran, on s'est demandé combien de missiles l'Iran peut tirer. Il ne suffit pas d'avoir un missile. Mais si vous en tirez deux, trois et vous n'en avez plus, ben, vous êtes battu. Donc, c'est la même chose dans le terrorisme. Si vous avez un groupe organisé, avec des moyens conséquents, avec des stocks d'armes, des stocks de munitions, c'est plus difficile que si vous avez un petit groupuscule avec des gens qui ont à peine quelques cartons de balles de Kalachnikov. C'est pas la même chose. Alors, le problème, c'est que ce terrorisme-là, où les gens sont si armés, il est soutenu par qui? Mm. Qui donne les armes, qui donne les munitions? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Je ne parle pas du petit terrorisme, le petit extrémisme de quelques petits groupuscules qui ont quelques kalachnikovs. On a vu dans la frontière camerounaise des gens comme Chakéou avec des véhicules blindés que même les armées n'en avaient pas. Voilà le problème. Ça, c'est ce terrorisme. Et puis, il y a un autre petit terrorisme, et puis il y a l'insécurité qui est due au fait, on va en reparler dans le prochain sujet, il y a des personnes qui ont du mal à vivre et vont commencer donc à vivre de banditisme et d'insécurité. On le retrouve aussi dans les villes africaines. La montée de l'insécurité est corrélée au fait que les gens ne trouvent pas un emploi. Je n'ai rien justifié. Donc, la grosse difficulté dans ce genre de choses-là, c'est de mélanger les deux. Alors, quand on parle des problèmes de la CEDEAO Oui. et la France qui était venue lutter contre le terrorisme, qui a échoué, c'est ce qui a poussé le Mali et les pays de l'AES à se mettre ensemble et sortir. Ce n'est pas la même chose que le petit terrorisme transfrontalier.
Oui. Et je pense que dans le petit terrorisme transfrontalier, les pays travaillent toujours ensemble. Mais dans le cas de ce grand terrorisme qui dit djihadiste, avec des grands moyens dont on ne sait pas très souvent, enfin on sait qui finance, on est obligé d'aller chercher des gros moyens. C'est la raison pour laquelle les pays de l'AES, ne trouvant pas le soutien en matière d'armes et munitions du côté des pays de l'OTAN, ils se sont retournés du côté de la Russie et des pays du BRICS. C'est ça qui fait la divergence entre le Sénégal, puisque c'est ça le sujet, Oui. et Mali. Et la question se pose pourquoi? Parce que le Mali, lui, étant sorti des pays de la CEDEAO, le Sénégal étant resté, comment ils vont faire pour coopérer? En fait, c'est ça qui sous-entend cette Tout à question. fait. Sinon, c'est Tout une à question, fait. voilà. Sinon, c'est une question banale entre deux pays. Mais c'est cette réalité qui est sous-entendue dans cette question. Comment le Sénégal, lui qui est resté dans la CEDEAO, avec des moyens de l'OTAN, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous êtes derrière la France, les États-Unis sont les pays de l'OTAN. Ils sont armés par l'OTAN avec la politique étrangère de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN va préférer amener ses hommes, alors que la Russie va préférer donner des armes. Même si elle peut aussi envoyer des hommes, comme on a vu dans le cas de Wagner et tout ça, mais elle Oui. va en réalité vous armer pour que vous puissiez vous défendre vous-même. Donc il y a deux politiques, mais extraordinairement différentes. Alors, il est clair que au Sénégal, si vous avez des Français armés pour lutter contre le terrorisme, et que au Mali, vous avez des Russes, pas forcément des Russes, mais des Maliens armés, les armées françaises au Sénégal ne vont pas être à l'aise. Parce qu'elles se retrouvent confrontées à une puissance de feu. Pour bien comprendre, une armée va au combat, même quand c'est un combat terroriste, essaie d'évaluer la puissance de feu de l'adversaire. Vous ne pouvez pas faire que l'adversaire a des armes lourdes, vous arrivez avec un pétard. Ou avec. Non, si vous là, vous n'allez pas en guerre. Donc vous essayez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que les armées françaises qui sont venues en Afrique pour lutter contre le terrorisme, quand le pays prend des engagements aussi avec la Russie, les armées françaises s'en vont. Bah oui, parce que là, il y a coexistence Mm. de forces armées dans le pays. En cas de conflit, ça peut dégénérer. Voilà. Donc, c'est ça qui sous-entend cette question-là. Et là, alors que là, nous sommes en train de parler de problèmes transfrontaliers, même si on estime qu'il y a un résiduel d'Al-Qaïda au Maghreb, avec GSIM et GNIM, qui sont les groupes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb, qui traînent là, dont on ne sait pas très bien qui les pilote. De temps en temps, ils traînent là dans les frontières de ces pays. Je n'ai pas envie de trop en parler parce que moi, je vais souvent dans le principe simple. Oui. Quand vous faites des terroristes quelque part, ils ont une base de repli dans un pays voisin. Ouais. Si vous ne comprenez pas ce principe, vous n'allez rien comprendre là. Et Mm. parce qu'ils ont une base de repli dans un pays voisin, ce pays voisin assure leur protection sans l'avouer publiquement. Nous avons connu ça, hein. Vous savez, quand l'armée camerounaise voulait chercher Boko Haram, il faisait quoi? Il repliait au Nigeria. Et on n'avait pas le droit de les poursuivre. Et à l'époque, Goodluck Jonathan, qui était chef d'État, ne nous donnait pas le droit de les poursuivre. Dès qu'il a perdu les élections, Bouhari est arrivé, Bouhari a donné à l'armée camerounaise le droit de poursuivre Boko Haram. On a éradiqué Boko Haram en très peu de temps. Mm. Je n'ai pas envie de mettre le doigt sur des incidents transfrontaliers qui sont critiques. Parce que quand les gens sont en négociation, il ne faut pas mettre l'huile au feu. Oui. Mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc, quand vous voyez des groupes terroristes dans un pays, les groupes terroristes ne peuvent pas être au Mali. Parce que l'armée malienne va aller et ces groupes vont replier sur un pays voisin qui va assurer leur protection. Ça, c'est les groupes terroristes armés. Bon, maintenant, la petite criminalité transfrontalière, ça, il faut pouvoir trouver des solutions aussi, comme il y a des solutions entre la Belgique et le Luxembourg, quand
La police belge poursuit quelqu'un. Dès il arrive, il traverse la frontière luxembourgeoise. Il y a des coopérations où ils continuent à poursuivre sur le pays qui n'est pas le leur, parce qu'ils ont des accords, et ils alertent, c'est ça qu'on appelle l'interopérabilité, l'autre police qui aussi va intercepter le voyou sur le territoire. C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Et que je ne pense pas que ça affecte leur politique, mais ça va reposer les conditions de cette coopération à un grand niveau. Même si le Sénégal n'est pas trop menacé aujourd'hui par les groupes terroristes. On soupçonne juste que ces groupes terroristes qui sont affiliés à Al-Qaïda au Maghreb, c'est-à-dire le GSIM et le GN, on soupçonne qu'ils pourraient migrer à la frontière sénégalaise. Mais Madame Siki, nous n'avons pas, depuis qu'on traite de l'information ici, on n'a pas encore eu le cas d'attentats terroristes sur le sol sénégalais, de groupes Ouais. repliés sur le sol malien. Voilà, je sors par là.